scénariste, producteur, réalisateur Raoul Peck. Au passage, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on peut faire cette avant-première, le distributeur Didier Lacour de Diafana. Bon alors, on sait que c'est un film dont vous pourriez parler, vous, seul, déjà, sans Raoul, pendant 3h20. Et on va essayer de ne pas faire ça. Donc on se fixe une espèce de petite règle du jeu, c'est que les gens qui prennent la parole posent vraiment des questions, parce que sinon, si chacun se lance dans sa propre lecture de Marx, ou son rapport historique à Marx, on n'y arrivera pas. Voilà. Et du coup, je vais commencer par des choses qui ne vont pas très directement au personnage de Marx, pour partir du film, vraiment. Moi, il y a deux choses qui m'intriguent un peu parmi les découvertes que le film offre. Et j'ai envie de commencer par le rôle des femmes. C'est une façon de rendre hommage à la cohérence de la programmation du festival, puisque les femmes sont très très à l'honneur comme réalisatrices, mais aussi comme personnages. Et en l'occurrence, là, une des découvertes du film, je trouve, c'est l'importance de Jenny. Est-ce qu'on peut en dire deux mots, là, à la fois du personnage historique, mais aussi de la construction du personnage dans le film? D'abord, bonsoir tout le monde. Merci d'être là si nombreux. Oui, en effet, on a mis beaucoup de temps d'ailleurs à extraire le personnage de Jenny, y compris aussi de Mary Burns. Sur ces années-là, il n'y avait pas grand-chose. Et comme en même temps, le principe de l'écriture du scénario, c'était de s'appuyer largement sur les correspondances. C'est-à-dire qu'on a dès le début mis de côté les grandes biographies, les différentes thèses sur ces personnages, et vraiment, on a essayé d'être au plus proche de qui ils étaient en tant qu'êtres humains, puisque pour moi, les deux vont ensemble. Il n'y a pas la théorie d'un côté, et puis qui on est dans la vie. Donc, c'était important de faire cette connexion. Et sur Jenny, en particulier, la légende veut qu'elle était l'une des rares avec Engels à pouvoir lire, déchiffrer l'écriture de Marx. Et bien entendu, pour déchiffrer cette écriture, il faut vraiment connaître de quoi il s'agit également. Donc c'était clair qu'elle savait, elle participait à cette discussion. Et donc on a retrouvé pas mal de lettres qu'elle a écrites un peu plus tard, mais qui montrent justement que son engagement était réel et très tôt. Dans les années 40, 44, il y avait en effet beaucoup plus de lettres d'amour entre les deux, d'autant qu'ils ne vivaient pas tout le temps. Marx étudiait et il n'était pas dans la même ville. Mais ensuite, voilà, Jenny s'est impliquée très profondément dans ce combat. La scène où vous voyez où elle est avec Engels dans la rue, où ils discutent, les paroles qu'elle emploie, ce sont des paroles issues de ses courriers. Donc c'est quelqu'un, la phrase « il n'y a pas de bonheur sans révolte », c'est Jenny. C'est une phrase qu'elle a écrite. Donc voilà, c'était important de faire ressortir ce personnage et de ne pas simplement considérer la femme derrière le grand homme, mais elle était partie prenante, comme Mary Burns était partie prenante d'une partie du travail d'Engels. Alors il y a un autre personnage que le film éclaire de façon particulière et qui du coup structure aussi le film, c'est Proudhon. Est-ce qu'on peut en parler un peu de son rôle historique et éventuellement de l'adaptation de ce rôle réel dans l'écriture qui a été réalisée en partenariat avec Pascal Bonitzer? Alors Proudhon, bien entendu, est un personnage important dans le film et de l'époque. Il faut se rendre compte que Marx, Engels, ils ont à ce moment-là, Engels il a environ 24 et Marx il a environ 26. Et ils ont face à eux toutes les grandes figures du socialisme de l'époque et qui sont beaucoup plus âgés qu'eux et qui sont des gens extrêmement connus déjà. Marx commence à être très connu en Allemagne dès l'âge d'ailleurs de 19 ans quand il fait sa thèse de doctorat. Les personnages que vous voyez au début dans la scène dans le journal à Cologne, ce sont une bonne partie d'entre eux, ce sont ses anciens professeurs. Donc, il est déjà proche, il a été reconnu très tôt comme un génie par ceux qui lui enseignaient. Donc Proudhon, c'était aussi pour nous un personnage parfait pour pouvoir illustrer l'ensemble des palettes de ces mouvements existants, puisqu'il fallait quand même
réduire les choses pour que ce soit compréhensible pour un public de cinéma. Donc on a choisi, ou plutôt la figure de Proudhon s'est imposée, bien entendu, et il représente un peu ce qu'on appelait rapidement à l'époque les socialistes utopiques. Donc il y a Fourier, Cabet, et tout. Il y en a beaucoup d'autres et qui sont plus ou moins proches. Et puis de l'autre côté, il y a le personnage de Weitling qui représente un peu ce socialiste un peu plus populiste, voire mystique dans certains cas. Weitling était totalement mystique. C'est quelqu'un qui en effet remplissait les salles, réunissait des milliers de personnes à la fois et parlait de sa période de prison, parce qu'il a fait beaucoup de prison, il a été torturé, et il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Donc le combat de Marx vers une espèce de socialisme plus réaliste, plus plus vrai, c'est un peu entre ces deux grandes tendances, résumées, bien entendu, dans le film. Et Proudhon est vraiment la personne, d'ailleurs, qui va continuer après dans les nombreux combats, qui va être présent encore pas mal de temps, même si aujourd'hui, on se rappelle de lui comme l'icône des anarchistes, ce qui n'a pas été tout le temps dans son parcours. Alors, dans le film, il sert aussi à émanciper Marx, d'une certaine façon, parce que c'est à la fois une sorte de figure de père qu'on admire, qu'on va voir en meeting, et puis contre lequel on ose quand même de temps en temps interroger, y compris publiquement. Et puis ensuite, il va servir de ruse, parce qu'on va se revendiquer de son amitié, de sa fréquentation régulière pour pouvoir rentrer dans le cercle des justes, avant de provoquer une sorte d'autonomisation, parce que tout à coup, on se met à écrire contre son texte. Ouais. Donc c'est un élément biographique, ça, ou c'est un... Non, tout à fait, tout est totalement biographique. C'est aussi un aspect de ce film, et ce qui l'a rendu encore plus compliqué à faire, c'est le fait que dès le début, nous avions décidé qu'on devrait rester authentique. On n'a pas inventé. J'ai éliminé de fait toute tentative de faire un biopic usuel et simpliste. On ne peut pas s'attaquer à Marx et quelque part trahir tout ce qu'il est en faisant quelque chose de romantique ou de romancé. Donc il fallait, au contraire, trouver les vrais moments d'histoire qui nous permettaient de raconter l'histoire sans la détourner, quitte à prendre beaucoup de temps, mais de rester totalement authentique à tout moment du film. Je pense que le film résiste à l'analyse de tout expert marxiste et marxien. Et ici et là, bien entendu, il y a des choses qu'on n'a certainement jamais vues avant. D'ailleurs, c'est le premier film en Occident sur Marx. Il faut se poser quand même la question, pourquoi il n'y en a jamais eu avant. Merci. Donc, il y a dans le film des scènes qui sont quasi authentiques, pas au mot près, mais où des phrases de dialogue sont tirées, là aussi, de correspondance. La grande scène chez Marx à Bruxelles, où il se met à crier que l'ignorance n'a jamais aidé personne, toute la scène est décrite dans une lettre d'un personnage qui s'appelle Anenkov, Pavel, qui était présent dans cette scène. C'est celui que Marx touche du genou en lui disant: écoute, dans son pays, le socialisme, le communisme n'est pas possible. Ou des personnages comme Weitling, oui, pourraient avoir du succès. Et Anenkov a retranscrit totalement cette scène en nous rapportant les phrases également, et décrivant qui était là, etc. Donc on a essayé à tout moment de garder cette authenticité, en arrondissant certes les choses, ou en imaginant ce qui était plausible. Quand on montre Jenny et Karl faisant l'amour, bon, ils ont eu plus de 6 enfants, on s'imagine qu'à un moment donné, ça a dû se passer comme ça. Donc, voilà, le fait qu'ils soient poursuivis par la police, on l'a inventé, mais en même temps, Paris, à ce moment-là, était une ville un peu assiégée, il y avait beaucoup d'exilés, il y avait plus de 60 000 Allemands à Paris, il y avait des bagarres régulières au faubourg Saint-Antoine, contre ces étrangers qui venaient prendre le travail des Français. La police faisait des contrôles, donc
Marx, Engels, certainement, à un moment donné, ils se font aussi contrôler. Donc voilà, ce sont des jeunes hommes qui ne craignaient pas la bagarre, qui buvaient beaucoup, qui ont même fait des duels un peu plus tôt dans leur vie, à l'époque où ils étaient étudiants. Donc voilà, c'est tout ce qui est même inventé est plausible dans le contexte de l'histoire. Du coup, j'ai oublié la question du début, je ne suis pas sûr d'y avoir. Si. Dernière question avant qu'on passe à la dernière question de Pierre, avant qu'on passe la parole à la salle, je sais déjà les premières questions qui vont surgir. Parmi les sources, donc il y a les correspondances, mais il y en a une autre qui sont les cours de Raymond Aron sur Marx. Pourquoi cette source-là? Pourquoi c'est si important pour nourrir un film? Alors, dans toutes les références qu'on a écartées, on a gardé Raymond Aron parce qu'il s'est révélé, vraiment le DRA avoir été totalement honnête par rapport à ces personnages. Il a une lecture du jeune Marx, donc il a montré pendant ses cours au Collège de France, donc c'est publié, je vous recommande ce livre également, qui était d'une honnêteté incroyable, d'une honnêteté scientifique incroyable. Et il décrit en effet l'importance de Marx, il décrit le cheminement de la pensée du jeune Marx, comment il s'approprie l'un après l'autre de ces éléments critiques. Et là aussi, je crois que c'est une partie de la question précédente que je n'ai pas répondu, c'est le fait que Marx s'appuyait toujours sur ce qui avait été élaboré avant. Il s'appuie sur Hegel, il s'appuie sur Feuerbach pour les critiquer et aller plus loin. Pareil, quand il s'approprie les économistes bourgeois, voilà, il lit tout, il comprend tout, il décortique tout, et il en fait quelque chose d'autre. Donc c'est ça, sa faculté, son génie, c'est pas de dire je vais tout inventer à nouveau, non, il fait, c'est l'un des rares à avoir tout lu, d'ailleurs c'est vraiment Aron qui le dit, dans ce siècle, il y a deux personnes qui ont tout lu, tout compris, tout analysé, c'est Schumpeter et Marx. Et en effet, Marx va plus loin, parce qu'il essaie de créer un système. Et c'est important de comprendre comment il fonctionnait. Il part toujours d'une parfaite connaissance des sociétés, de comment elles avancent, de la philosophie, de l'économie, etc., et des liens entre ces disciplines. Et ce qu'il propose et ce qu'il nous laisse, et c'est ce sur quoi aujourd'hui je m'appuie, et c'est un peu la raison de ce film, c'est le fait que jusqu'ici, il est indépassable en ce qui concerne l'analyse de la société capitaliste, qui est la même société dans laquelle on est aujourd'hui, qui historiquement n'a pas changé. Les éléments ont évolué, mais cette société, telle qu'il l'a définie, c'est-à-dire une société qui est basée sur un mode de production, qui a le salariat pour résultat, qui est centré autour du profit, qui fabrique une marchandise qui devient pratiquement une espèce de totem, où ça arrive aussi loin que même les relations humaines deviennent des rapports de marchandises, etc. etc. Donc, on vit dans cette société capitaliste, avec ses excès, bien entendu, aujourd'hui, dans le monde de la finance, etc. Mais au niveau de l'analyse, rien n'a évolué. Donc, c'est parfaitement légitime aujourd'hui de s'appuyer sur ces instruments pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Alors vous disiez, Jean Toscon, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de film occidentaux sur Karl Marx, mais il y a eu un projet absolument mythique dans l'histoire du cinéma, qui est Le Capital, adapté par Eisenstein, qui fait quand même vraiment fantasmer. Vous choisissez cette espèce de décadrage qui consiste à s'intéresser à la naissance de la pensée de Marx, à la naissance de son amitié avec Engels. Est-ce que c'était impossible, et quelles étaient les différences entre s'attaquer à cette figure-là de la jeunesse ou s'attaquer au Marx, j'allais dire iconique, quoi, qui est celui de l'écriture du Capital et de la dernière partie de sa vie? Alors, si France Télévisions me donnait 12 heures de film, je crois qu'ils vont je m'attaquerais en effet à l'ensemble. Mais dans le contexte du cinéma actuel, c'est quasi impossible. D'ailleurs, il y a des raisons pour lesquelles ce film est le seul. Parce que c'est un sujet difficile. Et c'était politiquement pratiquement un tabou. Je rappelle qu'avant 2008, la crise de 2008, parlait de classe, de lutte de classe, de profit, alors que ce sont des termes
trouvée par les économistes bourgeois de l'époque. C'est pas Marx qui a trouvé ce terme. C'était considéré un tabou. On riait à votre face, parce que vous êtes un attardé, aéré, totalement dépassé. Après 2008-2009, lorsque l'ensemble des magazines économiques d'Europe, des Amériques, avaient Marx en pleine page, je crois que même Sarkozy a cité Marx, il faut le faire. Gros show Marx, non? Non, c'était bien Karl. Et donc ça a été un peu plus facile, mais c'était clair que je ne pouvais pas m'attaquer à tout ce qu'on a fait au nom de Marx plus tard. Je ne voulais absolument pas toucher au grand barbu sur sa statue de granit. C'était un combat sans fin, parce que d'abord, décortiquer tout ce qui a été accumulé comme couche de mauvaises interprétations, de crimes, de propagande, de guerre froide, etc., c'est une tâche impossible à l'heure actuelle. Donc, il fallait que, comme je l'ai fait pour mon film précédent, revenir aux fondamentaux. Baldwin était un fondamental pour moi, Marx est un fondamental dans la mesure où, dans ma propre vie, il m'a aidé à comprendre le monde dans lequel je vis. Allez, qui pose la première question? J'arrive. J'avais une remarque et une question. Ce que j'ai trouvé une grande réussite du film, c'est le mélange des langues, la fluidité du passage d'une langue à l'autre, et je pense que comme c'est un enjeu très important, on le sait dans l'existence et le fonctionnement de l'international, je trouve que c'est à la fois très réussi et très important pour le propos. Et en même temps, j'ai été frappée, et ça a été une surprise, de la place de la France. Enfin, voilà. En même temps, il y a le français plus présent que... Et du coup, j'en viens à ma question. Je trouve très intéressant d'avoir choisi un segment de sa vie. Pourquoi avoir commencé par l'exil en France? Il y a une petite partie qui est du coup un peu plus cryptique de cette discussion dont on parlait au début. Alors peut-être à dessein, vous n'avez pas voulu qu'elle soit complètement compréhensible. D'abord pour les langues, pour moi c'était important pour l'authenticité aussi de cette histoire, puisque on voulait être au plus proche de cette réalité, donc une réalité où ces hommes et ces femmes parlaient plusieurs langues. D'ailleurs, comment communiquer, puisque quelqu'un comme Proudhon ne parle que français. Marx a très vite appris d'autres langues. Il a très vite appris le français à un point où il pouvait rédiger le livre contre Proudhon en français. Donc, et ça témoigne aussi d'une Europe révolutionnaire qui est déjà vivante et qui existe à l'intérieur d'une Europe de répression. Puisque ce qu'on a appelé la Sainte Famille, ce sont tous les souverains d'Europe jusqu'en Russie qui étaient parents pratiquement l'un avec l'autre et qui tenaient une chape de plomb sur cette Europe. Et en même temps, on voit qu'ils arrivaient à circuler, qu'ils traversaient les frontières, même quand ils n'avaient pas les papiers, la censure était très forte. Et donc cet aspect-là du contexte de l'époque était important, je pense, pour la légitimité du film. Maintenant, les parties, en fait, ce film, on a mis 10 ans pour le faire. Pas parce qu'on avait de grands obstacles en termes de financement, si par la fin avec les Allemands. Au départ, c'était vraiment par rapport au comment raconter cette histoire au mieux et de manière la plus efficace possible. Et on a écrit une bonne partie de l'histoire de Marx en Allemagne. D'ailleurs, il y a une version où on commençait, il y avait une espèce de prologue à l'âge de 12 ans, où il disait une rédaction qu'il avait écrite, qui avait eu un retentissement dans sa classe, et il y a eu une très grande discussion autour de ça. Et on traitait aussi sa vie étudiante à Cologne, à Berlin, plus tard, etc. On attend vraiment le coup de fil de France Télévisions pour les 12 heures du coup. Ouais. Il y a de quoi faire une mini-série, en effet. Et on a même une partie où, après 1948, où il rentre en Allemagne, avec une grande vague d'exilés allemands qui rentrent, puisqu'il y a la révolution, et ils pensent qu'ils vont continuer cette révolution en Allemagne. Et Marx rentre et crée un autre journal, qui va être bien entendu censuré, il va avoir plusieurs procès qu'il va gagner, mais au bout du compte, il devra fermer et il sera expulsé à nouveau de son pays.
Et c'est après cette deuxième expulsion qu'il se retrouve à Paris, mais Paris est devenu impossible également. Il ne veut pas aller à Bruxelles, il décide d'aller en Angleterre. Et il va rester tout le reste de sa vie en Angleterre. Et à ce moment-là, il a 31 ans, 32 ans. Une autre question. Vous avez commencé le film avec la mise en scène de cet article sur le bois. En commençant à voir le film, je pensais que vous auriez suivi cette ligne-là, c'est-à-dire interpréter les écrits de Marx. Tandis qu'après, vous changez et vous suivez le parcours de Marx. Vous le faites aussi un petit peu quand vous parlez du grand livre d'Engels sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre, où vous montrez à un certain moment les rues de Manchester. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'était une possibilité que vous avez envisagée, ou bien après, c'était seulement pour illustrer ces deux ouvrages qui quand même sont intéressants dans alors, comment vous dire, il faut que je fasse un film qui soit un film de cinéma, qui ne soit pas un film didactique. Et en même temps, je ne peux pas laisser de côté tout ce qu'il y aurait à dire également. Donc je dois trouver une forme. L'entrée du film, c'était essentiel qu'on rentre dans une violence extrême. Et une violence qui soit arbitraire et en même temps qui soit légale. Parce qu'au fond, c'est ça le problème. Et Marx est quelqu'un qui arrive à vraiment décortiquer ce genre de rapport. Donc c'était important de commencer en même temps avec cette violence brutale et la théorie qui va avec. Et le reste du film se déroule sur cette violence initiale également. Même si thématiquement, c'est aussi l'évolution d'une pensée. Puisque même à ce niveau, dans la dispute qu'il y a au journal, qui est censurée tous les jours, il faut qu'ils soumettent leur copie au censeur avant que ce soit publié. Rien n'est publié sans passer par la censure. Donc, quand Marx dit « j'en ai marre de me battre à coups d'épingle », parce qu'ils sont obligés à chaque fois d'utiliser toutes sortes de métaphores, de dictotes, etc., même de passer par la poésie pour critiquer l'état des lieux. Donc, à un moment, il dit « je veux battre avec des coups de massue » et arrêter. Donc, c'est aussi l'histoire d'une progression, d'une pensée. Et le livre d'Engels, oui, parce que quelque part, sans être didactique, mais je veux être un peu pédagogue. C'est-à-dire, l'idée, c'est de montrer à un jeune public cette incroyable histoire qu'ils doivent connaître. Sinon, c'est impossible de se battre aujourd'hui. Il y a tellement de confusion dans notre monde qui est un monde où on refuse la science, on refuse le politique, on refuse la philosophie, l'histoire. On dit que tout est confus, donc on ne peut pas comprendre. Alors que si, il faut aller chercher l'origine de tout ça pour pouvoir comprendre. Donc, je lance aussi des pistes de livres intéressants. Et ça montre aussi la démarche de ces jeunes gens. Ils sont dans la vingtaine, mais qui étudient, qui lisent, qui analysent, et en même temps qui se battent sur le terrain, qui s'organisent sur le terrain. Et c'est vrai, c'est tout un agenda. Il n'y a pas... on ne peut pas être aujourd'hui, comme certains le sont, je vais caricaturer un peu, mais assis dans un divan en tweetant la révolution. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est un vrai travail, ça demande, et nous avons perdu cette manière de se battre les 40-50 dernières années. Il y a une petite résurgence du début, dans la scène de rêve avec le meurtre, là. Quelle est la fonction de cette séquence-là, assez hétérogène par rapport au récit? Oui, c'est peut-être le seul endroit dans le film où je fais une sorte de concession au cinéma habituel, grand public. C'était de psychologiser, ouais. Psychologiser, enfin comme tu as dit, oui. Les motivations de Caro. C'est-à-dire que c'est un cauchemar. Après, on comprend que c'est un cauchemar qui est lié avec une histoire ancienne. Et en fait, je voulais la lier à la violence du début du film, pour qu'on continue à penser que voilà, on est encore dans cette violence.
Et comme c'est dans une scène de cauchemar, et en même temps c'était une manière d'annoncer l'assassinat de Frédéric II, donc voilà, c'était, je dirais, une sorte de flashback qui n'en est pas totalement un, qui est un cauchemar, etc. Une petite question et une petite remarque. J'ai beaucoup apprécié le rôle des femmes et découvert, et ça aurait pu être très chiant, les discussions entre Marx, Engels, etc. Et puis ça ne l'est pas du tout, ça c'est une grosse surprise, une très bonne surprise. Vous avez échappé à un écueil terrible. Et là, une petite question sur la fin, le générique, ça passe très vite. En quoi Bernard Maris vous a aidé? Alors la première question, oui, je pense que ceci, la fluidité de l'histoire, cette capacité justement de ne pas rester sur les grandes paroles, les grandes phrases. Pascal Bonitzer, qui est mon complice depuis de nombreuses années sur plusieurs films, l'une des capacités qu'il a, c'est ça, c'est d'arriver à transformer quelque chose qui pourrait être théorique en une scène vraiment organique, ludique même, parfois charnelle, et que ce soit pas, que les dialogues ne soient pas des discours, donc, et que ce soit incarné à chaque fois. Et Pascal a beaucoup travaillé sur ça avec moi, et c'était important justement pour ne pas rendre le film didactique. L'autre aspect, Bernard Maris, c'est, en fait, je l'avais interviewé bien avant qu'il soit connu médiatiquement, mais il faisait partie de ces gens que je connaissais, dont le travail je trouvais important. Il a dit des choses importantes sur les économistes de ce pays, et il a eu raison jusqu'au bout. Et c'était important je crois que je lui en ai parlé, mais c'est peut-être par rapport à la partie économique, de la critique de l'économie. J'ai dû aller reprendre quelque chose chez lui. Mais j'ai eu beaucoup d'appui, je dirais, moral et politique en travaillant sur ça. J'ai bien sûr été trouver mes aînés, des gens aussi divers que Daniel Ben Saïd, qui a lu l'une des premières versions, ou quelqu'un comme Howard Zinn aux États-Unis, qui est le grand historien américain, qui lui aussi a écrit. Parce que il y a une raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de films sur Marx. Parce que les gens qui s'intéressent à Marx, ce n'est pas forcément ceux qui sont au cinéma. Ensuite, si on est au cinéma et on veut le faire, on sait qu'on a intérêt à le faire bien. Et ce n'est pas une tâche qui est simple. Donc, Howard Zinn a écrit par exemple une pièce de théâtre, Marx qui revient à Soho au XXe siècle et qui bien sûr ne reconnaît plus rien. Donc c'est une pièce qui a joué beaucoup d'ailleurs aux États-Unis. Donc c'était normal que je me rapproche de lui pour lui parler de mon projet, ce qu'il a fait. Et donc on a eu une correspondance après. Et puis des gens comme Immanuel Wallenstein aussi, qui est quelqu'un qui est extrêmement important et qui n'est pas médiatisé. Donc tous ces gens-là, ce sont des gens qui existent, qui font un travail depuis des années et des années. Certains sont morts. Bernard Maris est décédé dans les conditions que vous savez. Voilà, donc c'est un travail quelque part, je dirais, moralement collectif. Voilà, et c'est un bel hommage à Marx également. Monsieur. Bonjour monsieur, merci beaucoup de me faire l'honneur de venir ici. Je vais commencer en m'excusant, parce que je vous parlais sous le coup de l'émotion un petit peu, mais moi j'ai adoré votre film précédent, et dans ce film-là, effectivement, il y a des choses qui me disent, vous rendez vivant des choses qui ne sont pas souvent rendues vivantes. Effectivement, le rôle des femmes est bien mis en avant, il y a des choses qui sont formidables, mais c'est vrai que moi, ce qui me reste beaucoup à la fin de la projection, c'est une certaine colère quand même. Parce que, disons, pour le dire simplement, pour le dire, le nœud, ce qui cristallise vraiment le truc, c'est que à la fin du film, à aucun moment, j'ai l'impression que les gens qui ne sont les autres penseurs, disons, non hégémoniques, les autres penseurs du mouvement socialiste au sens large de l'époque, nous sont présentés comme autre chose, comme des idiots, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment extrêmement frustrant, surtout par rapport à la finesse de votre travaux. Je comprends bien le besoin d'avoir un film et de construire une action, etc. Mais par exemple, on ne peut pas.
sur Marx a écrit, en plus il y a quelque chose, Marx a écrit des trucs par exemple, sur le lumpenprolétariat qui sont aberrants, et notamment il y a des pages qu'il a écrites d'une xénophobie ou à la limite du racisme sur les Irlandais qui sont vraiment terribles. Donc là il y avait aussi des opportunités là-dessus qui étaient, et par ailleurs quand vous mentionnez la différence entre le socialisme utopique et scientifique, qui est de Engels et qui est une division présentée de façon polémique pour se foutre de tous les autres penseurs qu'il pouvait y avoir à l'époque. On ne peut pas, avec tout l'intérêt qu'il y a à cette division, avec tout l'intérêt qu'il y a à cette division et toute la pertinence qu'il y avait, et effectivement de critiquer les gens qui étaient dans des formes de messianisme, on ne peut pas ne pas voir aussi que ça a mené à des formes de dogmatisme scientiste et justement en fait le film est tellement... Je vais vous répondre, laissez-moi vous répondre. Vous voyez, c'est sous le coup de l'émotion. Oui, mais vous avez le droit de votre émotion. Simplement, je ne fais pas une thèse de doctorat. Je fais un film de cinéma, attendez, je vais vous répondre, pour essayer d'inclure le plus de monde possible, en espérant que, quand ils auront fini de voir ce film, ils auront envie d'aller prendre un livre, d'aller piocher plus loin. C'est ça, vous ne pouvez pas demander plus que ça à un film dans le contexte d'aujourd'hui. Vous comprenez? Moi, j'ai des obstacles devant moi. C'est un film comme celui-là, il est cher. Donc, il faut que moi, je trouve ma manière à presque contourner les obstacles qui sont devant moi, y compris les obstacles financiers, y compris des obstacles de pouvoir. Je vous rappelle, par exemple, que ce film, en fin de financement, nous devions recevoir 500 000 € du Fonds européen, donc Eurimage, qui s'occupe des subventions pour le cinéma européen. Nous ne l'avons pas eu parce qu'on nous a dit que vous ne pouvez pas faire un film sur Marx et qui ne parle pas de Staline. Voilà. Donc c'est avec ce monde-là que je suis confronté. Alors, qu'on rende Weitling un peu drôle, qu'on se moque de lui, je pense que ça va dans les deux sens. Quand Jenny, dans la scène de dîner à l'extérieur, elle reprend Marx et lui dit « tu ne peux pas parler de lui comme ça ». C'est une manière de montrer, parce qu'on adapte le ton qu'ils avaient dans leurs lettres, dans leur correspondance. Ils se moquaient de leurs compagnons. Ils n'étaient pas crispés dans des positions strictement politiques. L'aspect humain était important. Et donc, vous pouvez être, ne pas être satisfait ou même insulté que ces personnages-là se moquent des uns et des autres. Mais je ne pense pas qu'on a trahi d'une manière ou d'une autre leur pensée ou même leur attitude. Karl était très cassant. Quand pratiquement il met à la porte Weitling chez lui. Et cette scène, elle est authentique. Juste un mot, vous dites que Proudhon ne parlait que le français. Oui, mais il y a une chose là, Marx, son rapport aussi, c'est qu'il était fils de bourgeois, il a eu les meilleures études qui ont été payées pour lui, il a pu apprendre plein de langues. Proudhon, effectivement, il est venu d'un milieu ouvrier. Oui, il y a des choses. Oui, je sais pas. Quand je dis Proudhon. Non, je vous dis ça parce qu'il y a aussi un passage dans le film, peut-être, voilà, où quand il se fait interviewer par la Ligue des Justes, le fait que ces gens-là mettent en avant qu'il puisse y avoir un savoir de l'expérience, un savoir de la pratique. Et il semble que dans le film, c'est complètement balayé, quoi. Cette idée que. Mais donc, je comprends bien les obstacles auxquels vous avez fait face. Et j'espère que quand vous aurez ces financements maintenant pour faire un truc de 12 heures, vous essayerez de prendre en compte ces choses-là pour faire quelque chose d'un peu plus aussi critique. Parce que, en fait, c'est intéressant, effectivement, c'est une porte ouverte, mais vous voyez bien que c'est vraiment. C'est l'histoire vraiment d'un seul point de vue, quoi. Non, c'est là que vous ne voyez pas que le film est beaucoup plus fin que ça. Il faut vraiment faire attention à ce qui se dit. Il faut le revoir. Il y a un moment, Proudhon dit quelque chose de très dur à Marx. Quand il dit « ne faites pas comme Luther ». Il y a une dialectique totale tout au long du film, dans les discussions. Dans la scène où Karl envoie Weitling valdinguer, mais Weitling dit aussi quelque chose de très dur. Il lui dit « quand vous aurez terminé de vous entretuer, vous allez vous mettre une corde vous-même ». Donc c'est beaucoup plus fin que ce que vous dites. Il faut pas confondre cette espèce de parti pris, en effet, d'aller totalement d'adhérer à leur jeunesse et à leur insolence, qui était réelle et qu'on lit dans leur correspondance. Ils faisaient des caricatures sur leurs camarades. Engels allait jusqu'à même
moqué des gens qui l'avaient copié dans le mouvement. Bien sûr, le mouvement communiste ne va jamais en parler, parce que c'est presque un tabou. Parce qu'on était tous des hommes droits et on était tout le temps sérieux dans la vie, tous les jours. Non, c'est pas ça le combat. Le combat, il doit être charnel, il doit être drôle parfois, et ça aussi, c'était pour moi le plus important par rapport à ces jeunes qui décident, moins que rien, de changer le monde à 26 ans. Voilà. Tanguy Perron qui animera la rencontre avec Maître Hondo dimanche matin. Merci, mais j'ai plus rien à dire parce qu'en fait, sans poser la question, vous avez déjà répondu. Merci. C'était pour dire à vous deux et pour faire mon curé. En fait, dans votre film, il y a une critique de la critique, et c'est tout à fait ce que dit Marx, c'est pas ce que dit Proudhon à Marx, où vous pointez les dangers du dogmatisme. Et là, je pense que vous tendez une perche et que c'est évidemment plus fin que ça ne paraît. Il y a une grande clarté, il y a parfois l'évidatisme, mais en même temps, vous pointez les limites ou les dangers potentiels de la pensée de Marx. Donc il y a entre deux, et on peut aussi critiquer la pensée de Proudhon pareil. Oui, bonsoir et merci. Non, c'était ce qu'il y avait d'important de mon point de vue, c'est que vous avez pas l'idée, c'est pas le mot, mais mis en avant l'importance qu'a joué Engels dans l'itinéraire de Marx. Et en même temps, cette relation d'amitié qui a souvent été masquée dans les critiques qui ont été adressées, voyant Marx comme quelqu'un profitant de la fortune. Il y avait une réelle amitié. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il a sans cesse amené à avancer. Et ça apparaît, de mon point de vue, très très nettement dans le film. C'était juste un peu. Merci. D'ailleurs, cette relation d'argent, ce qui était important, c'est pas tellement que justement Engels a pu fournir toute sa vie durant de l'argent à la famille Marx, c'est surtout le rapport que ont ces jeunes gens avec l'argent. C'est quand même des gens qui, en effet, comme vous dites, qui viennent de familles bourgeoises, de familles très riches. Le père d'Engels a des usines en Allemagne et en Angleterre. Jenny vient d'une famille noble, riche, des von Westphalen, dont son demi-frère devient ministre de l'Intérieur de la Prusse, donc avec un gros pouvoir politique. Et Marx vient d'une longue famille de rabbins, même si son père a dû changer de religion pour garder son poste, mais voilà, ils ne sont pas non plus des pauvres, ils sont des gens très reconnus dans la ville de Trèves. Mais ces trois jeunes gens décident de quitter leur classe, et ils restent conséquents. On n'est pas dans le gauche caviar. C'est vraiment des gens qui, d'ailleurs, dans le film, à aucun moment ils ne posent ce problème. À aucun moment leur pauvreté possible n'est un élément de leur décision. Ils foncent. Et arrivent, quoi qu'advienne leur vie. Donc, et ça, c'est important aussi à montrer. C'est un rapport avec l'argent. Et quand plus tard, donc, quand ils se rendent en Angleterre, parce que entre 48 et 51, je crois, Engels se prend ses distances avec ses parents. Il y a une grande dispute avec son frère, son père, et il y a une rupture. Et ce n'est que plus tard, quand il rejoint Marx en Angleterre, qu'il décide quelque part qu'il faut, pour notre travail, puisque bien évidemment, c'est parce qu'on écrit qu'il va nous rapporter quoi que ce soit. Donc il décide, en serrant les dents, d'aller travailler à nouveau à l'usine de son père. Et quand on lit la dernière lettre qu'il écrit, le dernier jour où il quitte l'usine, c'est quelque chose qui vous tourne l'estomac, parce qu'on comprend le sacrifice qu'il a fait pendant toutes ces années. D'ailleurs, c'est sur ça que je me suis inspiré pour l'une des lettres qui s'écrivent déjà à cette époque. Donc voilà, c'est pas quelque chose de facile. On n'accepte pas la misère comme ça. Ils ont perdu 2 enfants en bas âge par raison de misère. Donc voilà, et ça a été sa vie. D'ailleurs, il a dit une boutade une fois qu'on n'a jamais autant écrit sur l'argent en ayant si peu. Donc voilà. Monsieur. Merci. Moi, une scène qui m'a beaucoup frappé, c'est celle où la Ligue des Justes devient la Ligue communiste.
Et je fais le lien avec le générique de fin, où on voit des images de différents personnages qui ont suivi des chemins très divers dans leur soif de justice, de Mandela, Che Guevara, etc. Et je trouve que la question qui divise à ce moment-là la Ligue des Justes, elle est toujours d'actualité. Sommes-nous obligés de choisir entre la violence ou tous les hommes sont frères en acceptant l'injustice? Et alors du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous habite aujourd'hui? Sur quoi sera vos prochains films? Alors, je vais déjà répondre à la première question. D'abord, l'idée de faire ce générique de fin, c'était une manière de boucler le cercle et de montrer que ce n'est que la même histoire qui continue, avec des émanations différentes, avec des réalités géographiques, politiques, culturelles même différentes. Mais que c'est cette même grande histoire qui continue, l'histoire de ce capitalisme qui commence avec la révolution industrielle et qui crée des conséquences sur nos vies, sur notre culture, sur notre manière de vivre, sur les guerres, etc., etc. Donc, et de rappeler aussi cette longue chaîne de personnages, des deux côtés d'ailleurs. Je montre Mandela, mais je montre Thatcher et Reagan également. Je montre Wall Street, et on finit vers les réfugiés d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette même histoire qu'aujourd'hui, on fait semblant de ne plus connaître et de ne pas voir les liens. De ne pas voir les liens entre la guerre au Congo depuis plus de 60 ans et les téléphones portables que nous avons. Ce sont ces liens-là. On ne relie pas les guerres pour le pétrole depuis le siècle dernier, quand on choisit que les automobiles vont fonctionner avec du pétrole. C'est une décision qu'on prend. Et après, on va le chercher, ce pétrole. Et que quand aujourd'hui, les pays arabes sont dans l'état où ils sont, quand on a fait des guerres, encore et encore, on a armé, on a vendu des armes, que les anciens moudjahidines sont devenus des terroristes d'aujourd'hui. Donc tout ça a un lien. Et aujourd'hui, on nous sert les choses par petits morceaux. Et donc ça paraît incohérent. Et c'est pour ça qu'on est prêt à suivre n'importe quel populiste qui nous donne la formule magique. Il suffit de faire des murs et tout va être résolu. Il suffit de plus commercer avec les autres, etc., qui sont totalement illusoires. Donc voilà, moi j'essaie de remettre les choses sur la table pour qu'on puisse se resservir à nouveau de notre esprit et comprendre et connaître notre histoire pour pouvoir mieux se battre. D'abord, merci. C'est excellent. Il peut remuer un petit peu les gingements, un peu paralysé. Et je voulais dire que hier soir, à 18h, on avait un film très intéressant sur la guerre de 14. Parce que j'y ai lu, par exemple, que certains industriels de l'armement ont quadruplé ou quintuplé leur fortune entre 14 et 18. Et pendant ce temps-là, on tuait des tas de jeunes. Pour rien. Rigoureusement pour rien. Et la guerre de 39-45. Tu ne vas pas nous refaire toute l'histoire du siècle. Non, mais c'est la même chose. Oui, mais tu vas quand même poser une question à la fin de la même chose. Mais... Tu m'as promis. Eh ben, je pose la question, alors... Vas-y, vas-y. Comment vous est venue l'idée de faire un tel film? On a mérité un petit détour, c'est Alors, avant de répondre à la question par rapport aux guerres, c'est intéressant parce que justement, quand on voit la crise, les nombreuses crises du capital, et la dernière, la grande 2008-2009, là encore, ce même capital qui demande en permanence de défaire les régulations, d'enlever les liens, de laisser le marché libre, c'est ce même capital qui demande de l'aide à l'État quand il est en faillite. Et qui va payer à nouveau? Ce sont les citoyens qui vont à la ressource. Moi, j'ai connu des traders en 2009 qui me disaient qu'ils n'ont jamais gagné autant d'argent. D'ailleurs, ils rigolaient, mais ils regardaient autour d'eux, ils disaient c'est pas possible, ils ne vont pas nous laisser encore faire tout cet argent. C'était un peu ça. Donc voilà dans quelle absurdité qu'on est. Et donc c'est important. Et les guerres sont liées à ça aussi.
L'idée de faire le film, elle est très simple, c'est le fait que, comme pour le film I Am Not Your Negro, que j'ai commencé presque en même temps, c'était justement comment réagir par rapport à cette montée de l'ignorance. La phrase de Marx dans le film, l'ignorance n'a jamais aidé personne, et j'y crois profondément. Et donc, comment donner un minimum d'éléments structurants pour que cette nouvelle génération puisse s'approprier sa propre bataille, s'approprier ses instruments et comprendre comment se battre. Et moi, mes références, c'était Baldwin d'un côté et Marx, puisque j'ai eu la chance, au début de mes études à Berlin-Ouest, de faire 4 ans de séminaire sur le capital. Parce qu'à cette époque, si on voulait être sérieux et discuter politique avec les camarades, il fallait avoir des éléments, il fallait savoir de quoi on parle. Donc c'était quasi obligatoire, et ça dans un champ, dans le cadre de l'université. Donc à une époque, on discutait de l'eurocommunisme, on faisait beaucoup de statistiques, c'était l'approche aussi économique, bien entendu. On travaillait beaucoup avec les syndicats pour chercher d'autres portes de sortie, d'autres manières de faire de la politique. On faisait ce que Piketty a fait plus tard, on analysait les chiffres, les budgets, les rapports de force sur le terrain, etc. etc. Donc c'était une période qui m'a structuré et qui m'a permis aujourd'hui encore d'y voir plus ou moins clair dans ce qui se passe autour de moi. Les 2 dernières. Bonsoir. Vous connaissez la blague qu'on faisait en Europe de l'Est? La différence entre le capitalisme et le communisme. Le capitalisme, c'est l'expression de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est l'inverse. Voilà. Si je commence comme ça, c'est pour vous demander pourquoi, plutôt que prendre un personnage, disons, dont l'histoire ultérieure a montré que ces doctrines pouvaient être mal utilisées, n'avez pas plutôt cherché des anarchistes dont le côté libertaire pouvait plus inciter à une auto-organisation sociétale qui serait plus dans le sens de ce que vous venez d'exposer, avec des réactions à la base et non pas avec une doctrine venue du haut et, disons, le résultat quand même historique qu'on connaît. Alors, comme Marx dans le film, je ne suis pas anarchiste. Donc, je ne crois pas à la solution anarchique. Mais pour vous répondre, non, pour moi, il fallait aller à l'essentiel. Celui qui a vraiment analysé cette société capitaliste. Tout le reste a été des travaux sur des parties de ce qu'il a développé. Certains ont essayé d'aller plus loin. Mais Marx, ce que je retiens, ce n'est pas les quelconques utopies qu'il aurait prévues sur l'avenir du capitalisme. Ce que je retiens, c'est des phrases comme « l'émancipation de tous passe par l'émancipation de l'individu ». C'est une phrase qu'on a oubliée de Marx. Quand il dit que notre futur sera ce que nous décidons tous ensemble, collectivement. Parce que c'est ça qui est important. Il faut toujours réanalyser l'état des lieux. C'est quelqu'un qui partait toujours du présent. Il connaissait le passé, il a analysé le passé, mais en même temps, il s'agissait toujours de voir dans quel monde nous vivons maintenant. La formule de prolétaire, unissez-vous, bien entendu, il faut discuter qui est le prolétaire aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement celui qui travaille à l'usine? Je pense que non. Donc ça veut dire qu'il faut que aussi nous faisions notre travail d'analyse. Il n'y a pas comme ça une théorie qui est établie une bonne fois pour toutes et puis on la reproduit. Non, ce sont des instruments qu'ils nous livrent et que nous employons comme un Piketty sait le faire par exemple, mais beaucoup d'autres chercheurs font ce travail. Simplement, ce ne sont pas ceux qui passent à la télé, mais ils existent. Il y a extrêmement beaucoup de travaux sur la réalité présente, sur le monde aujourd'hui, et Marx, et ce que Marx a développé. Et c'est ce travail que nous devons faire et le vulgariser, et que chacun s'en a compris. Et c'est ça le vrai combat. L'anarchie, c'est un moment. Mais je ne pense pas qu'on arrive à créer une société comme ça, parce que c'est un rapport de force qui est assez brutal. Mais bon, on ne va pas commencer de discussion là-dessus. Vas-y. Bonsoir. Alors, moi, je vais revenir sur ce que j'ai aimé dans votre film. D'abord, c'est parce que ça m'a appris des choses, ça m'a permis de construire des choses, de mettre en ordre des choses que je savais, mais j'ai aimé les images aussi.
notamment les images des personnages, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires, les prolétaires, les enfants, les femmes et tout. Et ce que je me demande, c'est, avez-vous travaillé aussi avec une iconographie, des photographies? Avez-vous cherché une certaine ressemblance entre les personnages de votre film, que ce soit Mars, Engels ou les autres? Voilà, comment avez-vous travaillé sur ce plan-là? Oui. Alors, l'avantage, c'est que j'ai une équipe qui travaille avec moi depuis très longtemps. Ce sont à peu près les mêmes, qui changent selon les postes, mais qui savent un peu comment je travaille. Et les gens à qui je fais totale confiance. Et ça me permet aussi de les engager très tôt dans le processus de fabrication d'un film. Par exemple, Paul Mongenot, qui a fait les costumes, c'est quelqu'un, elle a eu le premier scénario il y a 8 ans. Ça veut dire qu'elle aussi, elle travaille. Ça veut dire qu'elle commence à amasser de l'iconographie, de photos. Elle commence même à réserver des costumes parce qu'elle sait que tel ou tel costume sont difficiles à avoir, etc. Donc, pareil pour mon chef décorateur. Donc c'est un travail où d'autres amènent aussi leur appui, leur invention, leur créativité, et ils me présentent des alternatives et je choisis bien entendu ce qui me convient. Mais ce travail il est essentiel, puisqu'on part du principe que ce film doit être authentique. Par exemple, les costumes, on pourrait dire, on cherche, voilà, 1844, quels étaient les costumes à la mode. Mais non, il faut penser plus loin. Les gens comme Mars, Jenny, ils ne vont pas dans les magasins à la mode de 1844 pour s'habiller. Ils vont chercher des trucs qui datent de 10 ans, ou même plus. Donc ils sont habillés un peu n'importe comment. Jenny n'est pas vraiment habillée telle qu'une dame de son rang devrait s'habiller. D'ailleurs, à l'époque, les costumes étaient, pour les femmes étaient très cintrés, il y avait des chapeaux qui entouraient la tête, etc. Donc voilà, et il y a aussi une créativité à tous les niveaux du film. Le chef-off fait pareil, la recherche des figurants également. Oui, on avait, bien sûr, on a recherché les vraies images de ces personnages, mais c'est la décision finale pour attribuer un rôle se fait surtout sur la qualité de l'acteur et sa capacité de rendre ce rôle réel. Pour Weitling, par exemple, il s'appelle Schill, qui joue Weitling, paradoxalement, il ressemble beaucoup à Weitling. Mais dans ces cas-là, Olivier Gourmet, c'est un peu le maquillage qui le rend un peu plus ressemblant. Mais au départ, ils n'ont pas vraiment la même tête, et ça dépend à quelle époque aussi. Donc voilà, c'est un mélange de choses, et puis par exemple, l'autre chose importante, pour les rôles principaux, de trouver des acteurs qui parlent couramment anglais, français, allemand, c'est pas évident. Si j'étais parti sur des acteurs français, j'en aurais probablement pas trouvé. Donc c'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question de culture en France. La France est très résistante dans l'apprentissage des langues des autres. Donc, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc voilà, donc tous ces éléments-là sont importants et participent de l'authenticité globale du film, puisque moi je ne peux travailler qu'en sentant ce qui est réel. Et je veux que les acteurs aussi puissent être totalement à l'aise dans la réalité. Ça veut dire quand le couple Mars, la première fois, rentre dans leur cuisine pour tourner la scène, il faut qu'ils puissent s'approprier de n'importe quoi qu'il y a dans la scène et s'en servir. Donc on ne met pas de la décoration. Très souvent, on décore la salle avec des choses qu'il ne faut surtout pas toucher parce que c'est de l'Antiquité. Moi, j'ai expressément demandé que s'il y a une casserole, qu'on puisse mettre cette casserole sur le feu. Et le pain, c'est du pain. Voilà. Pardon? Le pain, c'est du pain. Voilà, exactement. Donc ça aide les acteurs à totalement se sentir dans la scène. La grande scène de Poulon au banquet républicain, bien entendu, c'est formidable quand on arrive à mettre une ambiance similaire sur le plateau, c'est-à-dire les figurants, on leur raconte l'histoire, on leur dit quelle est la situation, on leur donne le contexte. Quand on leur donne leurs phrases à chacun, il faut qu'ils comprennent pourquoi et dans quel contexte. Et on fait des répétitions. Donc, à partir du moment quand on lance la machine,
on peut mettre la caméra dans n'importe quel axe, tout ce qu'on prend, c'est bon. Donc quand on arrive à faire des plans séquences comme ça, voilà, c'est ça qui donne une certaine authenticité, parce qu'au bout d'un moment, les gens ne jouent pas, ils sont. Et ça, c'est important. La vraie dernière, très courte. Alors c'est une tâche très difficile, il faut conclure et conclure vite. Donc, comment dirais-je? Déjà, vraiment, j'annonce que je vais inviter le camarade Raoul Peck à une journée d'études à Paris. S'il est libre ce jour-là, bien sûr, c'est le 4 novembre à l'espace Charenton. Et c'est une sorte de colloque avec des historiens, dont Jean-Jacques Marie, qui est un spécialiste de la Révolution russe, avec des historiens qui ne sont pas du tout d'accord avec lui, des historiens russes, et un certain nombre de personnes. C'est sur l'actualité de la Révolution. Bon, donc voilà. Et maintenant, pour expliquer ce que j'ai ressenti très vite, ou ce que je ressens tout de suite très vite, oui, j'espère que c'est en adéquation avec le film, quand ils s'engueulent entre eux, tous ces gens qui ne sont pas d'accord, ils sont dans le vrai parce qu'ils s'engueulent. Et nous devons nous engueuler. Et je m'adresse à mes, entre guillemets, camarades si tu fais trop long, je vais t'engueuler. Anarchistes et autres. Ce qui nous manque, c'est ce que le stalinisme nous a empêché de faire depuis 80 ans. C'est-à-dire qu'il a décrété le dogme. Et on ne pourrait plus discuter, on serait enfermé dans nos petites théories, l'un pour ce qui vient d'en haut, l'autre pour ce qui fait réseau par en bas, etc. etc. Aujourd'hui, on a le même problème à résoudre que Marx à l'époque, c'est la révolution. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on se voit. Et je vous invite, entre autres, à cette assemblée, mais aussi à discuter avec moi à la jeter les bases. Merci pour cette descente d'escalier. Merci Raoul Peck.